Donc nous avons un individu au sommet qui souffre d'une maladie, manque de vision, manque de leadership. Et sur ce plateau, les gens prennent quand même le courage de le défendre. Alors, c'était volontaire. Si ce que ces hommes savaient que l'état de siège n'allait pas répondre aux attentes. Il faut maintenant laisser les choses comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait une loi qui pouvait encadrer ou qui pourrait encadrer, accompagner cette application. Alors, ils ont laissé ça comme ça pour venir après nous dire il faut maintenant renforcer les mécanismes. Vous allez encore renforcer quoi? Bon, je pense que j'ai dit ce sont les caprices d'une femme enceinte. Parce que déjà, entre guillemets, ils étaient, si nous prenons les blocs de Lubumbashi, ils étaient au nombre de 4. Je l'avais dit ici dans votre plateau. Il y a 3 personnes qui vont compétir et M. Fayoulou qui ne va pas compétir pour comprendre que ce sont les caprices d'une femme enceinte. Les caprices d'une femme enceinte, ce n'est pas une maladie, c'est naturel. Enfin, elle va accoucher et puis tout va passer. En tout cas. Félix Tshisekedi vient d'élever un individu comme PCA de la CAMI, cadastre mini. Il s'appelle Honorable Mindoule Moutine, Crispin. Ce type a quitté l'INC de Vital Kamerhe pour l'UDPS. Et il a postulé comme candidat député UDPS. Il dit sur la place publique, il a quitté l'INC, pas parce que Kamerhe est mauvais, mais parce que Kamerhe fait allégeance au Rwanda pour diriger le Congo. Où est la justice que lui dit la justice est propre? Parce que ça sont des propos graves. Il parle de l'allégeance d'un ministre de l'économie, d'un vice-premier ministre. Et 3 jours après... Ça c'est Crispin Mindoulé. C'est Crispin Mindoulé. On se retrouve encore pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être de vôtres pour vous satisfaire, pour vous parler République, pour vous donner bien sûr les éclairages par rapport aux questions d'actualité qui seront évoquées tantôt. Et sur ces plateaux, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir 2 invités de tendances différentes. Joe Mayele, qui à son tour représente l'Union sacrée ou encore le régime actuel sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt Merlin Vouvou, qui représente également l'opposition. Et ensemble, à bâton rompu, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes pour vous éclairer par rapport aux questions d'actualité. Déjà, vous êtes sans ignorer que la clôture de la table ronde en rapport avec l'état des sièges est prévue pour aujourd'hui, mais la levée de l'état des sièges est déjà envisagée. Nous allons vous en dire plus, alors que l'autre fois, le chef de l'État avait dit clairement que l'état des sièges prendra fin jusqu'à ce que la paix sera retrouvée dans la partie Est. Et peut-on nous dire qu'à nos jours, on peut parler paix à l'Est? Eh bien, nous allons en savoir plus. Nous parlerons également de ces procès de Salomo Skadela, Salomo Idi Kalonda, dit Skadela, allais-je dire, le haut représentant de Moïse Katumbi, c'est proche de Moïse Katumbi. Déjà demain, ça sera la prison militaire de Ndoulo. Nous allons également émettre un point de vue, ça c'est en rapport avec la justice bien sûr. Nous parlerons du sommet plutôt de la SADC, là où le chef de l'État va rendre les tabliers. Il était à la tête de cette structure africaine. Eh bien, en termes de bilan, est-ce que c'est un pari gagné? Est-ce que le chef de l'État a marqué sa présence pendant qu'il était le numéro 1? Eh bien, nous allons évoquer la question. Je m'en vais saluer mes invités, tout en vous rappelant également que nous parlons également du processus électoral. Là, il y a lieu également de mettre un point de vue. Joe Mayele, merci d'être là et bon mercredi à vous. Salutations à vous, M. Guélor. Salutations à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Salutations à mon frère avec qui nous allons partager, Merlin Vous, avec qui nous allons partager le plateau. Salutations à la première institution du pays, parce qu'il n'y a seulement un seul, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Salutations à tous les Congolais qui font très bien leur travail. Je suis en train de voir particulièrement le PCA de l'INPP, M. Jean-Marie Lukunassi, qui depuis sa nomination au sein de l'INPP fait un travail excellentissime que je suis en train de saluer. Salutations aussi à M. Francis Munganga Ouessa, qui avec son ASBEL, les amis de Francis Munganga, fait aussi un très bon travail en apportant une certaine expertise au sein de la jeunesse. Je pense que nous allons parler République, je pense que nous serons objectifs et je pense que nos réflexions vont aller dans la logique de pouvoir aider la République à avancer en tout cas. Nous serons objectifs, nous allons parler République. Merlin Vouvou, merci et bon mercredi à vous également. Bon mercredi à vous également, merci. Je salue mon frère Joe Mayele que nous allons partager ce plateau. Je salue tous les Congolais, mais laissez-moi placer un mot par rapport à la RTNC. Vous avez la parole là, c'est à la RTNC, il y a vraiment, c'est vraiment le faux sceptique. Comment Est-ce que pouvez-vous comprendre que l'actuel DG arrive et chasse tous les agents au secrétariat et il place les siens? Je vous dis, ces gens-là sont dehors. Il engage 60 personnes, 3 chauffeurs,
Et pour être gradé à la RTNC, il faut faire 3 ans. Mais ces gens se sont retrouvés, ces hommes se sont retrouvés à la direction du sport, dans toutes les directions, avec des grades avancés, sans faire même 3, 4, 5 mois. Il va, il Donc, fait... aussitôt arrivé, il amène des gens. Gradé. Il va au premier tour, il chasse Maman Odia. Et cette dame-là est en dehors. Elle déambule la cour de la RTNC au lieu de faire son travail. De l'autre côté, elle établit une liste de 510 agents, prétestant que ce sont des agents de la RTNC qui ont travaillé pendant la francophonie. Or, j'ai la liste avec moi. Les agents qui ont eu à travailler pour la francophonie, pour le compte de la RTNC, sont à nombre de 370. Imaginez, il fallait payer $250 avant, $250 pendant, $250 après. Jusqu'à présent, cette dame a payé que le $250 d'avant. Après mes investigations, je trouve qu'il y a plus d'étudiants de l'IFACI que des agents. Et elle prétexte que ce sont des stagiaires. Or, à la RTNC, actuellement, il n'y a pas de stagiaires. Je le mets à défi. Il n'y a aucun stagiaire actuellement à la RTNC, ni pendant la période de la francophonie. Alors, de l'autre côté, il est allé avec Mouyaya. Ils ont pris $15 millions. Achat matériel RTNC. Achat nouveau matériel RTNC. Ils sont allés déposer cet argent, entre guillemets, dans une agence appelée AIFC, une agence sud-africaine. Et jusqu'à aujourd'hui, ce matériel est inexistant. Le matériel que vous voyez à la RTNC, c'est la francophonie qui a remis à la RTNC pour un peu soigner le niveau ou la qualité des images. Alors, où sont nos 15 millions? Où est maintenant Gilles Alinguetti? Quel est son rôle? Son rôle, c'est que s'il s'agit de Matata Pogno, il s'agit des opposants, où est la justice? Moi, j'aimerais voir la justice faire la même chose. Et la justice soit dans la flagrance, opérante, pas inopérante quand il s'agit de la majorité. Les 15 millions, ça peut nous permettre de construire des écoles ici, des hôpitaux. Comme nous avons déjà des matériels, la Fango nous a aidés, il faut maintenant remettre les 15 millions afin que ces 15 millions soient affectés dans d'autres prérogatives. Merci Merlin. À savoir que ce n'était pas à l'ordre du jour, c'était dans vos biscuits. Vous avez parlé de ça, ce n'est pas mal non plus. Joe, je vous reviens avec vous. Nous allons prendre la première question en rapport avec ces tables rondes, n'est-ce pas? La clôture, c'est aujourd'hui, en rapport avec l'état des sièges, bien sûr. Déjà, la levée de l'état des sièges est envisagée, alors que, en son temps, le chef de l'État était clair en disant que l'état des sièges prendra fin jusqu'à ce que la paix sera retrouvée dans la partie Est. Que peut-on nous comprendre? Est-ce que c'est pour les élections prochaines, d'où il faut laisser nos compatriotes de l'Est prendre part également aux élections? Ou bien, après l'évaluation, on s'est rendu compte que c'est peut-être de l'échec? Ou en fait, comment évaluez-vous, vous, personnellement, l'état des sièges? Moi, je pense que la première des choses, il faudrait commencer par poser les fondements de la question de l'état des sièges. Il faudrait savoir, l'état des sièges relève d'une disposition qui est constitutionnelle. Tout à fait, sans discussion. Qui est dans l'article 85. Alors, l'état des sièges aujourd'hui s'applique lorsqu'il y a une anomalie insécuritaire. Et cette anomalie insécuritaire touche à l'intégrité territoriale. Ce n'est que normal que les autorités en place puissent décréter l'état des sièges. Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, dans son credo, dans sa gibecière pour développer la République démocratique du Congo, il avait les soucis primordiaux de pouvoir assainir la zone de l'Est. Parce qu'il faudrait se dire une chose, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son arrivée, le souci, ce n'était pas d'éradiquer les groupuscules armés, mais de pouvoir assainir la zone de l'Est. Alors, la première optique sécuritaire, c'était l'état des sièges. Alors, nous avons appliqué cet état des sièges pendant autant d'années que vous avez vu. 2 ans durant, oui. 2 ans durant, l'état des sièges a été appliqué. Mais dans cette application, il y a eu le pour, il y a eu le contre. Dans cette application, nous avons vu certaines avancées, nous avons vu aussi certaines anomalies. Et parmi les anomalies, l'état des sièges n'a pas pu taire aux tueries, parce que ça, il faut être conscient de ça. Rationnel, alors mais il faut être rationnel, mais les avancées, pour moi, je pense que l'état des sièges a pu démanteler certains réseaux des personnes qui opéraient avec des groupes rebelles, parce que vous allez comprendre que dès
la mise en application de l'état de siège, il y a eu plusieurs groupuscules de personnes qui habitent les périphériques, la zone du Kivu, qui coopéraient avec les groupes rebelles, qui les alimentaient, et ces groupes-là ont été démantelés. Alors, je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons un état de lieu, ce n'est que normal parce qu'il arrive un moment où, lorsqu'on gère, ou lorsqu'on met en place une politique publique, il faudrait l'évaluer, la dimension de l'évaluation. Et aujourd'hui, nous évaluons comment est-ce que cette politique publique qui relève d'une disposition constitutionnelle a été appliquée. Et je pense que lever l'état de siège ou laisser l'état de siège, c'est une alternative. Je pense qu'on pourrait, chez l'avis conditionnel, on pourrait par exemple laisser l'état de siège et l'encadrer par certains mécanismes, renforcer les mécanismes de son applicabilité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la paix n'est pas encore revenue à l'est du pays. On peut lever aussi l'état de siège, proposer une autre alternative militaire ou une autre alternative sécuritaire. Parce que si on lèverait, je parle au conditionnel, si on lèverait l'état de siège aujourd'hui, cela ne signifie pas que il y a retour de la paix. Cela signifie que l'état de siège, comme un dispositif constitutionnel du point de vue sécuritaire élevé, il faudrait employer un autre mécanisme qui est sécuritaire pour assainir la zone de l'Est. On peut, comme je dis, laisser cet état de siège et entourer l'état de siège de différents mécanismes, renforcer les mécanismes d'applicabilité de cet état de siège-là. Parce que je me pose la question, quelle est la différenciation entre l'état de siège et le gouvernement militaire? Parce que l'état de siège, certes qu'il y a certaines libertés qui sont restreintes, mais tous vont de pair. Ils vont de pair dans la gestion des territorialités. Mais je pense qu'aujourd'hui, à mon humble avis, il faut laisser l'état de siège et l'entourer des mécanismes qui peuvent aider. Ceux qui vont dire qu'on doit lever l'état de siège, bien sûr, on doit lever. Y a-t-il une alternative sécuritaire? Parce que si on lève, on va travailler qu'avec... Donc, elle pense qu'en termes de bilan de décès, en son temps, c'était quand l'administration était civile, c'était moindre qu'actuellement. Parlons de l'état des sièges. Apparemment, le bilan est revenu. Je pense qu'il faudrait perforer cette question. Lorsqu'on on décrète l'état des sièges, nos détracteurs ont vu que si on laissait l'état des sièges s'appliquer d'une manière effective, la zone de l'Est du pays allait être pacifiée. Il a fallu intensifier, c'est pourquoi vous avez vu l'M23 a été vivifié. Attendez, vous avez vu... pensez-vous que c'était appliqué d'une manière superficielle? Non. Je pense que si c'est superficiel, j'ai dit non. Je pense qu'il y a certaines mesures d'encadrement. Par exemple, lorsque on débloquait les frais de financement, la répartition de ces frais-là, peut-être cette répartition n'était pas très, très efficace. Hein. C'est dans ça, la motivation de certains militaires. Parce que moi, je pense aussi il a fallu ôter aussi certaines personnalités militaires de ces coins-là. Alors, je pense que c'est pourquoi je parle des mécanismes de suivi. Parce que lorsque on applique une disposition, la Constitution veut qu'il y ait une loi organique qui doit accompagner cette disposition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans ça. Parce que si on lève l'état de siège, l'alternative, elle sera toujours militaire. Alors, on va utiliser la même option, on va utiliser la même armée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'armée congolaise est en train d'être restructurée très qualitativement. J'étais étonné depuis hier. J'ai vu moi-même les militaires congolais. Ça, ce n'est pas la garde républicaine, je parle des militaires congolais. Pour la première fois, être bien vêtus, en tenue, bien équipés. Je les ai vus dans les différentes rues avec les nouvelles tenues. Je dis, bon, ça, ce sont des choses très... des avancées, des choses très bonnes à louer. Mais concernant l'état des sièges, je pense qu'il y a des dispositifs ou des statistiques qui sont en train d'être faites. Et je pense que si ça doit être levé, M. Joe Mayele ne sera pas la voix qui va contredire la levée de l'état des sièges. Ceux qui font la loi sont là. Ceux qui décident aujourd'hui que l'état des sièges soit levé, moi, je ne pense pas que je dois contredire. S'ils décident aussi que l'état des sièges soit maintenu, je ne pense pas que je dois contredire, mais j'apporte une certaine connaissance et c'est un peu ça. D'accord. Merlin, on parle de l'état des sièges. Joe Mayele pense qu'il y a lieu qu'on puisse maintenir l'état des sièges, peut-être révisiter la manière de faire, encore ce qu'il a dit.
des milieux pensent que l'état des sièges, c'est de l'échec total. Il a dit tantôt qu'il y a aussi des avancées. Il a énuméré quelques points d'après lui. On a démantelé les groupes armés, ou encore ceux-là qui finançaient les groupes rebelles. Encore ce qu'il a dit. Vous, qu'est-ce que vous en dites par rapport à l'état des sièges? Pensez-vous que 2 ans durant, c'est un pari gagné? Ou bien on a tâtonné? Il faut à tout prix qu'il y ait la levée de l'état des sièges. La question primordiale qu'il faut se poser ici, c'est que c'était quoi la politique publique en matière de sécurité et défense que l'IDPS avait mise en place. Déjà, lorsque ce qu'on appelle, ce que communément nous appelons offre politique, l'offre politique, dans le cadre sécuritaire, c'était quoi la vision de l'IDPS? Parce que c'est le parti qui est au pouvoir. Tous les restes des partis mosaïques sont en train d'accompagner l'IDPS. Quel était le planning, le programme de l'IDPS, leur vision en matière de sécurité? Vous allez comprendre qu'il n'y avait rien. Et c'est là, même mon frère Joe, que je connais pertinent, être en difficulté. Il dit il faudrait maintenant chercher comment encadrer l'état d'essai s'il faut continuer avec l'état d'essai. Non, l'encadrement, la loi portant modalité pratique d'application de l'état d'essai, ça se décide en amont, avant même proclamation. Le président devait, après avoir consulté le Premier ministre, le président des 2 chambres parlementaires, de donner maintenant, ouvrir une porte à l'Assemblée nationale et au Sénat, de voter déjà une loi, et lui vient proclamer l'état de siège en ayant des sous-bassements juridiques en main. Mais ça n'a pas été fait. Quand Mabunda et Tamoué Mamba ont tenté d'organiser un congrès pour voter cette loi-là, Jean-Marc Aboun a crié au détournement de 12 millions appuyés par les Joe Maïl et autres. Vous vous rappelez du conflit Jean-Jacques Mamba, Jean-Marc Aboun? C'était à cause de cette loi portant modalité pratique. Alors, c'était volontaire. Si ce que ces hommes savaient que l'état de siège n'allait pas répondre aux attentes, il faut maintenant laisser les choses comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait une loi qui pouvait encadrer ou qui pourrait encadrer, accompagner cette application. Alors, ils ont laissé ça comme ça pour venir après nous dire il faut maintenant renforcer les mécanismes. Vous allez encore renforcer quoi? Parce que ces mécanismes juridiques devaient être organisés en amont et non en aval. Mais parlons maintenant de l'état de siège. Donc, ça veut dire qu'ils ont violé la Constitution parce qu'ils n'ont pas voté cette loi-là. 2, ça prouve à suffisance que l'IDPS et Tshisekedi n'ont aucune politique publique en matière de sécurité. La preuve, elle est là. Vous allez comprendre que Tshisekedi, dans 4 ans, il a changé 3 conseillers spéciaux en matière de sécurité. Vous êtes grand journaliste, c'est vérifié par tout le monde, ça n'existe. C'est Tshisekedi le seul à avoir bâti ses records. Il a changé 3 AG de l'ANR. Il a changé 2 chefs d'état-major en charge des renseignements militaires. C'est-à-dire, il gère par essai et erreur, comme a dit Jean-Marc Aboun. Mais parlons de l'état des sièges. L'état des sièges nous a permis de perdre nos territoires et localités et cités. Parce que l'état des sièges a été proclamé au mois de mars 2021, mais au mois de juin 2022, nous avons perdu Bunagana et d'autres cités. Aujourd'hui, nous n'avons ni Rutshurama, nous n'avons ni Massissi à main, nous n'avons pas 80 pour le contrôle de 80% du territoire de Niragongo. En Ituri, n'en parlons même pas. Là, c'est la jungle la plus totale. Ce n'est pas le FARDC qui se battent avec les groupes rebelles, mais ce sont des groupes rebelles qui se battent entre eux. Et vous avez suivi les révélations faites par Corneille Nangaa. Il dit qu'il y a même des FDLR au sein de la garde républicaine. Il s'étonne. On laisse le minerai aux groupes armés, par exemple, il a donné l'exemple de Kodeko en Ituri, du M23 au Nord Kivu. Alors, qui est en train de faciliter tout ça? Est-ce que la gestion de Tshisekedi est vraiment orthodoxe? Je vais vous donner un exemple. L'autre fois, on nous a dit ici que l'état de siège nous a permis d'augmenter les recettes. Je me suis dit, mais est-ce que nous sommes vraiment dans un... Nous vivons dans le même monde que ces gens, ou soit c'est nous qui sommes fous. Comment est-ce que vous perdez les zones d'exploitation minière? Ces zones sont entre les mains des rebelles. Notre économie est basée sur nos mines. Et nous avons perdu le contrôle des massifs où il y a plusieurs minerais et de minerais stratégiques. Nous avons perdu Rutshuru où il y a plusieurs minerais et minerais stratégiques. De quel mécanisme nous avons augmenté notre recette? Je vous donne un cas encore. Bunagana, c'est 700 à 1 million de dollars le mois en termes de recettes. Alors, vous avez perdu Bunagana pendant 14 mois parce que le 13 juin
de cette année, Bounagan avait totalisé une année. Et maintenant, nous sommes au mois d'août, donc ça fait 14 mois, un an et deux mois. Oui. Alors, si vous faites des calculs, c'est 14 millions de dollars maximum que nous avons laissés. Au moment où nous sommes en train de perdre de l'argent, on nous dit que nous augmentons. L'État d'Israël nous permet d'augmenter les recettes. Pendant que je prends seulement Bounagan, c'est 14 millions. Mais on nous dit que nous avons augmenté les recettes. Est-ce que c'est nous qui sommes fous ou comment? Troisième chose, nous avons dit, mon frère a dit, l'état de siège a permis à ce qu'on démantèle les groupes armés, des complices, des financiers. Mais ces groupes armés étaient déjà... Non, en clair ici, le groupe armé... Quand Kinshasa a décrété l'état des sièges, et du coup, il y a eu agitation. Les groupes armés... Il y a eu agitation de le chef Kagame. Les groupes armés étaient connus. Parce que lorsque dans tous les rapports, on parle de 125, 145 groupes armés, ce sont des groupes identifiables et connus. Ce n'est pas l'état de siège. Je peux vous dire, par exemple, les derniers rapports des Nations Unies sur l'Est du Congo, sans Tshisekedi d'ailleurs, en 2017, l'ONU a parlé de 127 groupes armés. Alors, c'était connu sous l'état de siège ou ce n'était même pas sous l'état de siège. L'agitation de Kagame, ça a toujours été ainsi. Il a répondu à combien de fois Kagame a répondu à Mukwege? C'était sous l'état de siège? Quand Kagame répondait à Mukwege, c'était sous l'état de siège? Alors, il ne faut pas nous amener dans un débat terre à terre. Il faudrait dire la vérité au peuple. Que l'état de siège, c'était un tape-lait. C'est quoi la vérité d'après vous? Mais comment est-ce que moi je vais conseiller Tshisekedi? Il est fin mandat. S'il était au début du mandat, vous vous rappelez la Mouka à l'époque, Mouzi Touré Fayoulou, ils avaient proposé un plan de sortie de crise. Les Joe Maël, ils avaient traité Mouzi Touré Fayoulou, le chercheur d'emploi. Je me souviens. Aujourd'hui, on nous demande des conseils. Nous allons conseiller quoi? Parce que ce que nous avons eu à mettre sur table, on nous avait traité des chercheurs d'emploi. Alors, qu'est-ce que vous proposez à nos jours, vous? Est-ce qu'il y ait qu'on parle de la levée de l'état des sièges? Mais vous l'avez posé la question, une petite sous-question. Si on veut enlever l'état des sièges pour permettre que les élections soient organisées même à l'est de la République, précisément en Ituri et au Nord Kivu, ils vont l'organiser comment pendant que ces gens-là ne sont pas enrôlés? Ah, ça aussi, c'est une autre question. Rutshuru, Massissi, 80% des Niragon. Mais on ne parle que de l'Est. Quand est-ce qu'ils vont organiser une table ronde pour Kwamutu? Quand est-ce qu'ils vont organiser une table ronde pour Tanganyika, là où les Zambiens nous ont pris? Quand est-ce qu'ils vont organiser une table ronde sur l'insécurité alimentaire? Parce que je vous rappelle ici, j'étais même estomaqué de voir notre ministre des Affaires sociales et Action humanitaire dire que ceux qui disent que chaque 30 minutes, un enfant de moins de 10 ans perd sa vie à cause de la famine, ils ont faux, c'est 1 heure du temps, chaque 1 heure du temps. Je me suis dit, mais c'est un ministre, est-ce que... D'ailleurs, tout de suite, j'avais dit, non, quand nous serons au pouvoir, aucun dignitaire va prendre la bière. Quand vous serez au pouvoir? Non, aucun dignitaire... On évoquera la question en rapport avec les élections. Aucun dignitaire va prendre la bière parce que quand un ministre vous dit que ce n'est pas chaque 30 minutes que le Congo perd un enfant de moins de 10 ans à cause de la famine, c'est plutôt chaque 1 heure. Donc il accepte que c'est normal pour lui et Tshisekedi que chaque 1 heure du temps, chaque 60 minutes, le Congo puisse perdre un enfant de moins de 10 ans. Donc en fait ici, le pays est dans la rue. Il n'y a aucune vision dans tous les secteurs. L'autre fois, sur votre plateau, j'avais lu un document de Tony Mwamba demandant aux parents d'aller payer les frais mais en francs congolais. Ça veut dire ici, tout ce que Tshisekedi a fait, rien n'a tenu. Cause, c'est la manque de vision et d'un programme bien établi, bien ficelé pour diriger la République. Je vous reviens, Merlin. Joe Maël, vous avez suivi Merlin, vous, qui pense que l'état des sièges au départ, c'était déjà en violation des textes. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de maintenir ces derniers comme vous envisagez. Il n'y a pas lieu non plus de parler de la levée s'il faille tenir compte d'élections, car il n'y a pas eu enrôlement dans la partie Est, là où, dans des zones occupées jusqu'ici par le M23. Qu'est-ce que vous en dites? En même temps, nous allons prendre la question à rapport avec le processus électoral. Les élections se pointent déjà, à quelques mois après en tout cas. Pensez-vous que ça sera à la hauteur de l'attente des Congolais que nous sommes, alors qu'il y a non pas des boycotts, mais plutôt des résistances du côté Fayoulou qui continue à exiger l'audit du fichier, du côté FCC Kabila et son équipe
continuer à exiger également la révisitation du bureau au CENI, la Cour constitutionnelle, pour qu'on parle plutôt des élections transparentes? Alors, je pense que j'ai très bien suivi l'argumentaire de mon frère, mon estimé frère Marley Vouvou, mais j'étais en train de réfléchir dans, dans ma tête, où j'étais en train de me demander dans mon âme et puis dans mon esprit, si la République démocratique du Congo est née le 24 janvier 2019. Parce que la manière dont il a peint les tableaux, c'est comme si le premier président de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Avant Félix Tshisekedi, le Congo n'existait pas. Avant Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo était un pays où la sécurité était assainie, où nous mangions à notre faim, où les fonctionnaires étaient superbement bien payés, où tout était au calme. Mais Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, tout redresse. Ça, c'est selon les tableaux qu'il a peints. Mais ça, c'est une fausseté. C'est une fausseté, cher frère. Félix Antoine Tshisekedi, il arrive au pouvoir, il vient trouver le Congo avec des différents maux. Il vient trouver le Congo avec des anomalies. Les anomalies qui faisaient de la République démocratique du Congo urgence des urgences, dont la question sécuritaire. Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve la fameuse constitution que vous nous avez léguée, que vous n'avez pas pu mettre cet article 85 en applicabilité. Parce que la constitution étant la loi des lois, ces dispositions sont impératives, elles se consomment à l'entière. Mais vous nous avez fait consommer une constitution et une demi-constitution en mettant d'autres dispositions de côté, tandis que le pays avait les anomalies insécuritaires. C'est votre régime, je pense. Alors, Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, avec ses sens du patriotisme, il applique directement. Parce que les dispositions constitutionnelles L'article 84, vous parlez de la gratuité de l'enseignement. 85 plutôt, vous parlez de la gratuité de l'enseignement. S'applique. 85. 48 par Je parle de 85 de l'état des sièges. Je parle de l'état des sièges. Merci beaucoup. Alors, confondu, désolé. quand il parle de la question de la loi qui vient réglementer l'état des sièges, ce n'est pas la loi qui vient avant, mais c'est d'abord la décision qui vient avant et puis la loi vient suivre. Parce qu'on ne peut pas employer une loi organique avant la disposition constitutionnelle. C'est inverser les ténèbres juridiques des différentes dispositions. Donc là, vous avez tapé à côté. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'il parle de Kagame et son agitation, ces différentes agitations, vous étiez au Congo, vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui. Il a dit que c'était depuis la nuit des temps, hein, pas forcément pendant l'état des sièges. En croit ce qu'il a dit. Je pense que c'est depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir que ce monsieur a une épilepsie communicationnelle. Et nous avons connu Kagame depuis le fameux régime qui a introduit l'insécurité en République démocratique du Congo. Et depuis le 2 août 1998, nous avons, Kagame a été, mais depuis le 2 août 1998 jusqu'à aujourd'hui, regardez les communications de Kagame, il a été dans un régime où il est resté très calme, comme s'il était un enfant de l'école maternelle, le régime de Kabila II. Il n'a pas trop fait de communication. Mais subitement, sous Félix Antoine Tshisekedi, et pendant l'état des sièges, il fait plusieurs communications, en réclamant même les portions des terres rwandaises en République démocratique du Congo. C'est une manière où il était très mal à l'aise, mon cher ami. Je pense qu'aujourd'hui... Et il a parlé de la chute de Bunagana pendant l'état des sièges. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes patriotes, les questions que nous devons réfléchir, c'est comment assainir la République démocratique du Congo, la partie de l'Est. L'état des sièges, je l'ai dit ici, a ses mérites, a ses défauts. Aujourd'hui, c'était laissé erreur d'après vous? Non, ce n'était pas laissé erreur. Du fait qu'elle est constitutionnelle, comment est-ce qu'elle va être laissée erreur? Parce que les dispositions constitutionnelles s'appliquent. Elle n'a pas le temps. Il a dit que c'était en violation de... En violation de quoi? De quoi? L'article 85 est là qui lise. De quoi? Quelle est la procédure qui a été violée? Quelle est la procédure? La loi portant modalité. Mais cette loi qui porte modalité, elle vient en amont ou bien en aval? C'est où? Mais moi, je vous pose la question. Lorsque vous parlez de la violation, elle vient en amont ou en aval? Le président consulte les deux chambres, oui. Avant de consulter les juges, il doit parler au Conseil des ministres. Il consulte le Premier ministre. Il a son aval. Il va consulter les présidents des deux chambres. Après, il décrète l'état des sièges. C'est après qu'il décrète l'état des sièges qu'une loi vient. Mais posez-vous la question. Qui est le pouvoir qui fait la loi? Félix Antoine Tshisekedi fait la loi. C'est le pouvoir législatif, c'est lui qui rédige les lois. Non. Félix Antoine Tshisekedi donne un caractère officiel à la loi.
c'est celui qui promulgue la loi. Donc, si les députés n'ont pas fait le travail de pouvoir encadrer l'état des sièges par une loi, c'est faire porter cet échec à Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense que vous êtes en train de dévier à la notion de séparation du pouvoir. Donc la responsabilité vous voulez revient faire aux députés, vous voulez non pas au chef de l'État, vous voulez c'est ça? faire devenir Félix-Antoine Tshisekedi comme Kabila Père un autocrate. Lorsqu'il est venu au pouvoir, il a monopolisé même le pouvoir législatif. Non, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Il fait son travail, il a ses attributions, selon la Constitution, lui octroie. Donc, si cette loi... Donc à ce niveau, à ce la niveau, responsabilité revient aux députés, à ce non niveau, pas ça ne revient pas à Félix-Antoine chef de l'État. Tshisekedi. Est-ce que le Félix-Antoine Tshisekedi rédige une loi? Lui, il a la capacité de rédiger une loi. Dans ses attributions comme président de la République, il rédige une loi. Élection, parlons-en. Alors, la question électorale, je pense que nous sommes arrivés au point culminant où le peuple congolais doit trancher, où le peuple congolais doit redonner encore confiance. Mais le peuple congolais, c'est le dernier acteur qui redonne confiance. Mais à part le peuple congolais, il y a les parties prenantes. C'est là qui vont compétir. Et l'arbitre, c'est la CENI. C'est cette CENI qui va organiser le processus électoral. Et je pense qu'à l'heure où nous sommes, nous, particulièrement de l'Union sacrée, dans nos différents états-majors, nous affûtons nos armes pour aller aux élections. Mais malheureusement, de l'autre côté, nous avons quelques portions de ceux qui se disent de l'opposition qui font les caprices d'une femme enceinte. Ils nous disent que parfois, il faut recomposer la Cour constitutionnelle. Parfois, ils nous disent l'audit du fichier électoral n'est pas crédible. Et pour moi, c'est la première fois de voir une institution, un groupuscule de personnes à l'opposition, de proposer à la CENI. Ils ont commencé d'abord à proposer l'OIF. Après, non, c'est plus l'OIF. Il faudrait un cabinet d'experts bien reconnus au monde pour auditer les fichiers électoraux, pour comprendre que de l'autre côté, ceux qui sont de l'opposition, actuellement, ils sont désorientés, ils sont essoufflés. L'histoire se répète apparemment, parce que l'autre fois, c'était le comportement de l'UDPS, encore de l'opposition et tout son ensemble. Mais c'était l'opposition en tête. Le comportement de l'UDPS, il a affiché un comportement selon ses convictions. Il n'est pas parti aux élections. Lorsque l'UDPS n'est pas parti aux élections, le Congo n'est pas mort. Oui, donc l'UDPS aussi exigeait l'audit du fichier. Quand Kabila a organisé, quand Kabila était au pouvoir, la CENI a organisé mais l'élection. c'est pourquoi j'ai dit, lorsque l'UDPS exigeait, l'UDPS n'était pas cette structure, cette structure appropriée pour faire la sélection d'une organisation quelconque. Et pensez-vous que qu'il faudrait pas toute oublier. les revendications faites par l'opposition n'est pas fondée? Non. Quand l'opposition cherche plutôt à voir clair en rapport avec l'audit du fichier, quand l'opposition demande à ce qu'il y ait transparence, quand l'opposition cherche cette confiance dans le chef de la CENI pour organiser les élections, pensez-vous que les revendications ne sont pas fondées? Ben moi, je pense que la balance est inversée. L'opposition propose une certaine confiance. Il dit à la CENI, allez prendre cette organisation pour qu'ils viennent faire l'audit du fichier électoral. Moi, je me dis, entre l'opposition et la CENI, qui va chercher les organisations ou qui va chercher une prestation intellectuelle? Parce qu'il revient à la CENI. L'OIF était venu, mais l'État imparti était minime. S'il vous plaît. Voilà pourquoi l'OIF avait rejeté l'offre. Partons dans cette logique. La personne qui organise les élections, c'est la CENI. Lorsque vous lisez l'article 211 de la Constitution, l'article 9 portant loi, organisation et fonctionnement de la CENI, c'est la CENI qui organise les élections et le processus électoral. Donc tout ce qui a trait avec les élections, il faudrait l'attacher à la CENI. Lorsqu'on doit faire la sélection des personnes qui doivent auditer les fichiers électoraux, ce n'est pas à l'opposition de proposer à la CENI, mais c'est à la CENI de pouvoir faire la sélection, soit d'une prestation intellectuelle, soit d'une organisation internationale. Aujourd'hui, la CENI se propose d'auditer les fichiers. Mais, la CENI, lorsque la CENI... Mais c'est sa position de ne pas ouvrir le... Non, lorsque la CENI se propose, est-ce qu'il revient à la CENI d'imposer à la CENI? Je vous ai dit, c'est à la CENI de pouvoir faire une sélection. La CENI avait fait une sélection parce que c'est à elle qu'il revient le monopole d'organiser les élections.
S'il revenait, par exemple, à la Senko d'organiser des élections, là, c'est la Senko qui devait imposer. S'il revenait à l'opposition politique ou parlementaire ou extra-parlementaire d'organiser des élections, mais c'est à l'opposition de pouvoir proposer. Mais il ne revient ni à l'opposition, ni à la Senko. La CENI a fait son choix. Les prestataires intellectuels étaient ici en République démocratique du Congo. La procédure était respectée. L'appel d'offres... La qualité pose problème encore l'opposition. Bon, je pense que j'ai dit ce sont les caprices d'une femme enceinte, parce que déjà, entre guillemets, ils étaient, si nous prenons les blocs de Lubumbashi, ils étaient au nombre de 4. Je l'avais dit ici dans votre plateau. Il y a 3 personnes qui vont compétir, et M. Fayoulou qui ne va pas compétir, pour comprendre que ce sont les caprices d'une femme enceinte. Les caprices d'une femme enceinte, ce n'est pas une maladie, c'est naturel. Enfin, elle va accoucher et puis tout va passer. En tout cas. Merlin, nous parlons élection déjà. Vous, votre parti politique, vous n'êtes pas partie prenante en tout cas. Mais la CENI tient bord du cul, hein, que les élections seront organisées dans le délai, donc au mois de décembre prochain. Qu'adviendra-t-il? Aujourd'hui, Martin Fayoulou exige l'audit des fichiers. Du côté FCC, on parle de la Cour constitutionnelle et le bureau CENI doit être à tout prix révisité. Les élections 2023, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, mon frère Guélor. Permettez-moi de nettoyer un peu votre plateau. Mon frère Joe Maïle, je te connais grand. Mais quand vous commencez à mentir sur moi, donc là, ça vous fait petit. Dire que moi, j'étais kabiliste, Non, moi, j'ai combattu Kabila. Ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai combattu Kabila. J'ai été même jeté sous les bétons du fameux camp Tchatch pendant 70 jours. Sous Kabila. J'ai fait 3 années. Sous Kabila, parfois là, toi, tu étais encore étudiant. Il n'y avait pas moyen que tu puisses cerner toutes ces choses-là. Voilà, on te pose la question. Si j'ai dit servait, toi, tu réponds sous le boycott de Tshisekedi. C'est ça le problème. Au lieu d'aller consulter, vous venez sur le plateau, on te pose une autre question, toi, tu réponds une autre. La question était, est-ce que ce que l'opposition fait aujourd'hui est contraire ou différent de ce que l'UDPS faisait avec Jeudi Servet? Oh, Tshisekedi avait boycotté. Oh, le Jeudi Servet, c'était en 2011. C'était pour voir clair, est-ce que l'audit a été bien fait? Pour l'opposition, on parlait de 50-50. 50 apports de l'Église catholique et 50... Non, là c'est en 2018. Oui. Le Jeudi Servet, c'est en 2011. Oui. Quand Etienne Tshisekedi était candidat. Mais lui, il vous parle de 2006. Donc, il ne répond pas à votre question. Il vous parle de 2006 lorsque Tshisekedi avait boycotté. Voilà. Moi, je ne suis pas un handicapé historique parce que j'étais là. Parce que j'étais là. Mais il a parlé de l'état de siège. Oui. Bon, que la loi portant modalité pratique d'application de l'état de siège soit votée en amont ou pas en amont, où est cette loi? Si la Constitution a été respectée. Mais il a dit que la responsabilité revient non pas au chef de l'État plutôt qu'au député. Le président, c'est ce qu'il a dit. Soit il est en train de dénider le président de ses prérogatives reconnues à l'article 69 de la Constitution. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Tout à fait. Qui lui avait donné le droit de basculer la majorité si le pouvoir législatif ne le concerne pas? Oh. J'ai dit le droit de légiférer. Non, sois tranquille, calmez-vous, calmez-vous. Oui, évoluons. Pourquoi Kaboun s'était opposé au Congrès qui pouvait nous pondre cette fameuse loi? Pourquoi Kaboun s'était opposé? Et quand Tshisekedi voyait Kaboun s'opposer, au regard de ce prérogative reconnu dans l'article 69, qu'est-ce que Tshisekedi avait fait? Alors, pourquoi Tshisekedi n'avait pas régulé les institutions? Parce que c'est lui le régulateur reconnu dans l'article 69. Donc il a laissé les institutions pourrir comme ça. Il a laissé le pays soit dirigé sans de loi d'encadrement. C'est ça en fait. Parce que lui, il devait poser, parce que c'était lui qui proclamait. L'initiative de proposition de lui, il dit le président. Non, l'initiative de proposition de loi appartient au président de la République, au gouvernement et aux parlementaires. Comment est-ce que lui, depuis qu'il est ici, il est tenté de dédiner notre président de la République de ses prérogatives? Je pense qu'il répète ce qu'il a dit. L'initiative de loi revient au président de la République, au gouvernement. Quand vous aurez la parole, vous aurez réagi. Et au Parlement. Ça, c'est un crime contre le droit constitutionnel et contre la science politique. Le mieux sera faire de... Je pense que Machiavel va ressusciter. Oui, Merlin, vous... Tu as un papier, si le moi, je suis vide. Mais néanmoins, je comprends ce que tu dis. Évoluons. Ici, c'était le président qui proclamait l'état de siège. Il devait savoir est-ce que tous les instruments juridiques sont mis en place ou pas.
Comment est-ce qu'un président qui vous proclame un état de siège, il sait que cette mesure devait se faire accompagner par une loi, mais cette loi n'a jamais été votée pendant 3, 4 sessions parlementaires. Et à chaque fois, le président demande aux parlementaires de se réunir pour prorogation, mais sans demander à ce que cette loi soit votée. Lorsque le président demandait aux mêmes parlementaires de prolonger l'état de siège, pourquoi il ne demandait pas aux mêmes parlementaires de lui lui proposer cette loi-là? Ça, c'est une faute du président de la République. C'est sa faute, étant que garant du bon fonctionnement des institutions et garant de la nation. J'ai bien dit ici, il dit, Kagame ne s'agitait pas, mais je vous ai dit qu'avant Tshisekedi soit président, c'était en 2019. Déjà, Mukwege avec Kagame, ils étaient en couteau tiré en 2016-2017. Parce que Mukwege demandait à ce que le rapport Mapping soit appliqué. Est-ce que Tshisekedi était au pouvoir? C'est-à-dire c'est un combat qui n'a pas commencé avec Tshisekedi. Il dit, apparemment, moi je veux peindre un tableau ici que Tshisekedi c'est le problème. Oui, c'est le problème. Parce qu'on n'arrive pas au pouvoir sans connaître les problèmes du pays que tu veux diriger. C'est là où on parle de l'offre politique. On parle de la vision du président, qui est traduite par un programme de gouvernance. Donc, il veut nous dire ici, Tshisekedi a trouvé la situation telle qu'il le présente aujourd'hui, et que Tshisekedi n'a apporté aucune solution parce que ce n'est pas lui qui avait commencé ces problèmes. Ah, non. Non, c'est sa raisonnement. Il dit ceci. Moi, je suis en train de dire les choses comme si tous ces problèmes sont nés avec Tshisekedi en 2019 avec Tshisekedi. Mais moi, je sais que Tshisekedi... Alors que Tshisekedi a trouvé tous ces problèmes. Oui, mais c'est pourquoi... Mais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a apporté lui comme solution par raison pour laquelle il a voulu prendre le pouvoir pour donner réponse aux désirata. Mais s'il ne répond pas, pourquoi il avait cherché à être président? On ne vient pas au pouvoir pour plaire, on vient pour donner des réponses aux problèmes connus en amont avant d'être au pouvoir. Et ces problèmes connus en amont, c'est ces problèmes-là qui va fabriquer, qui va créer votre programme de gouvernance. Alors, lorsque le président et ses hommes, le président qui est représenté, l'Union sacrée représentée par Djoma Yele, nous dit ici que ces problèmes n'ont pas commencé avec Tshisekedi, et raison pour laquelle Tshisekedi est en train de diriger le pays par SCRR. J'ai posé la question clé ici. Lui, il est de l'Union sacrée. Il suit le président. Il soutient le président. Quelle est la vision, quelle est la politique publique de Félix Tshisekedi en matière de sécurité? Lui, en un mot qui nous le décline ici. Il ne va jamais le décliner. Je sors de la sécurité. Quelle est la politique publique de Félix Tshisekedi en matière d'agriculture? Il ne va pas répondre. Je sors de l'agriculture. Quelle est la politique publique de Tshisekedi en matière de l'éducation? Il ne va pas donner la réponse. Quelle est la politique publique de Tshisekedi en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme? Aucune réponse. Donc nous avons un individu au sommet qui souffre d'une maladie, manque de vision, manque de leadership, et sur ce plateau, les gens prennent quand même le courage de le défendre. Vous défendez quoi? Avant de défendre Tshisekedi, vous devez commencer par nous dire, voici la vision du président de la République. Le premier quinquennat, il a appliqué sa vision à 60%, ce qui va pousser le peuple à les lire pour compléter les 40%. C'est comme ça qu'on débat de la République. On ne peut pas débattre de la République Tshisekedi. Cette affaire n'a pas commencé avec lui. Bon, ok, ça ne va pas commencer avec lui. Maintenant, il est là. Quelle est la réponse qu'il a donnée? On accepte, ce n'est pas lui, lui l'a hérité. Mais quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'il a fait de cet héritage? Mais quand il s'agit de 2,70 $, le mois de salaire pour Tshisekedi, ça, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas de l'héritage. C'est que Tshisekedi le mérite. Quand il faut donner des palissades aux députés, la séparation du pouvoir n'existe plus. Quand il faut acheter des députés, de créer même des rubriques pour augmenter les émoluments de députés, parce que le frais divers au Parlement n'existait pas avant Tshisekedi, je mets tous les parlementaires à défi. Oui, il y avait les invisibles en son temps. Je parle du frais divers. Déjà, les invisibles, c'était un problème parce que moi, je les combattais. Tshisekedi vient augmenter au-delà de la tricherie, il ajoute encore une autre tricherie, frais divers. Mais ça, lui, il ne voit pas. Là, Tshisekedi n'était pas parlé, n'avait pas... La séparation, Montesquieu n'existait pas selon lui. Mais vous n'allez pas prendre part aux élections, donc vous allez rester encore comme ça pendant ce temps. Non. La vérité n'a pas besoin d'être nombrée ou d'avoir le pouvoir. La vérité, seule est le pouvoir et une masse. La vérité finit par triompher. Je vais répondre sur le plan électoral, sur la question électorale. Les élections est technique. Mais la question que nous devons tous nous poser, et ils sont une équipe, Union sacrée. L'opposition, c'est une équipe.
La CENI, c'est la exemple, la FECOFA. La fédération, vous voulez, oui. Comment est-ce qu'elle soutient la fédération? Dites-moi, vous avez déjà réussi un garde de l'Union sacrée condamné ce que Kadima fait. Cite-moi un seul communicateur de l'Union sacrée. Oh, aucun homme est parfait. Pourquoi il ne trouve pas de défauts chez Kadima? Donc Kadima est 3 fois 16 selon eux. Mais nous, rationnellement, nous relevons quand même des choses parce que c'est un humain, il a ses faiblesses et ses points forts. Mais pour eux, Kadima n'a que de points forts. Etienne Tshisekedi nous avait dit en 2011, parce que nous sommes de véritables héritiers d'Etienne Tshisekedi. Il nous avait dit en 2011, quand vous avez un arbitre ou une fédération être soutenu par une équipe, par l'équipe adverse, ça veut dire que cette fédération et l'arbitre est acquis à leur cause. Moi, je me pose la question, pourquoi ils ne trouvent pas des erreurs ni défauts chez Kadima? Je viens. Je suis technique maintenant. Donc c'est ce que le PPRD faisait hier avec nous. C'est ce que nous avons combattu. C'est ce que nous avons combattu tous. Il dit, l'audit du fichier, ça ne dépend pas seulement des cabinets, mais va poser la question à ton président s'il était encore politique, parce que beaucoup sont nés sous Félix Tshisekedi, politiquement. Si ton président était politique, il peut y répondre. Mais ça c'est la chaîne du premier ministre, tu poses la question. En 2008, après l'audit du fichier, toutes les parties prenantes ont reçu les rapports de l'audit. Donc, l'audit a été sanctionné par un rapport accepté par la société civile, et toutes les parties prenantes, raison pour laquelle, Sounan, il n'y avait pas de débat sur le fichier électoral, il y avait débat que de machines à voter. La question, il va compétir. Où est le rapport de l'audit? Quelle est cette partie prenante qui a... La CENI vient de publier ça il y a peu, hein, c'est rendu public. Non, ce n'est pas à lui de publier. Oh, mais pose la question à ceux qui ont compétit en 2008. Ce n'est pas à la CENI de publier. C'est que les experts font leur travail devant le parti prenant pour la crédibilité et la transparence. Après, tous ils vont signer un communiqué commun sanctionnant le rapport final de l'audit et tous les partis partent avec ces rapports en étant rassurés et assurés que dans ce fichier, on ne débat plus sur le fichier, tout est propre. Mais posez-lui la question, il va être candidat. Il est candidat. Il est candidat. Quel est le fichier que nous allons utiliser? Est-ce que c'est celui de 2018 ou le fichier tel qu'il est composé aujourd'hui? Parce que vous êtes journaliste, je ne peux pas vous poser la question, mais dites-nous, aidez-nous ici sur le plateau. Quand est-ce que Kadima avait détruit le fichier Nanga? Parce que la destruction du fichier est revêtue du caractère publicitaire. Quand est-ce que ce fichier a été détruit? Je veux une date. Le lieu de destruction. Alors, ici, nous sommes en face. Donc, êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que Kadima avait utilisé les fichiers Nanga? Mais je vous dis, moi, j'étais activiste. Pendant cette période d'activisme, j'ai eu la chance de participer à plusieurs formations. Des éléments pour citer. Après l'enrôlement, techniquement, c'est que ça s'appelle le contentieux d'enrôlement des listes. Ça veut dire que chaque centre va afficher des listes des enrôlés, de personnes que le centre a enrôlées. Après le contentieux des listes d'enrôlement, il y a ce qu'on appelle le contentieux d'enrôlement. Ça veut dire la réparation des erreurs matérielles. Moi, je suis masculin, sur ma carte, il est mentionné féminin. Je vais rentrer au moment du contentieux ou du contentieux d'enrôlement. Je remets la carte avec défaut de qualité, on corrige, on me donne. Après cela vient l'audit du fichier. Après l'audit du fichier vient le contentieux des listes d'audit. Où sont les listes d'audit? Qui sait, moi, nous tous ici sur ce plateau, qui sait si sa carte a été élaguée ou gardée? Qui le sait? Même lui qui va être candidat. Est-ce qu'ici, ce plateau, avec certitude, il peut nous montrer, preuve à l'appui, que sa carte est restée dans le fichier tel qu'audité? Alors qu'on délivre déjà les duplicata. Le duplicata qui a perdu sa carte. Ici, le problème, c'est la perte de carte ou la qualité des cartes. La qualité pose problème. Alors pourquoi faut duplicata? Je reviens, c'est avec vous que nous allons boucler. Joe, dernière prise de parole. C'est vrai, nous sommes arrivés à la fin. Faisons d'une pierre deux coups, parce que je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'il venait de dire Merlin. En même temps, les collaborateurs, le haut représentant de Moïse Katumbi sera devant les juges demain déjà. Salomon Discadela, au niveau de la prison militaire de Ndolo. Ça a pris du temps. Hein? Je pense qu'il va aller répondre
à tout ce qui est porté contre lui, tout ce qui est chargé contre lui comme grief. Moi, je n'ai pas trop à dire sur cette question parce que nous avons une justice qui doit faire son travail. Et si on trouve aucune culpabilité au sein de M. Escadé, il sera libéré. Et je pense que ici, nous sommes dans un cadre juridictionnel et juridique où les lois doivent être dites. La loi ne connaît pas une coloration politique. Ici, lorsque nous devons parler de M. Escadé, il faudrait parler du citoyen Escadé, qui va être déféré devant son juge naturel, qui va être jugé. Et nous allons voir, nous écoutons. Déjà, au niveau de citoyen politique, on dit que ce n'est pas son juge naturel, lui n'est pas militaire. On croit, il n'est pas militaire, mais en lui, il y avait on a trouvé une arme, on a trouvé beaucoup de choses et ce n'est que normal qu'on les conduise. Ce n'est pas retenu, cette charge-là. Il est accusé pour autre chose. Ce n'est que normal qu'on les défère devant ces oui. là. Alors moi, je vais passer mon temps à rétorquer à ce que mon confrère a dit. Oui, passez par la conversation. Voilà. Il parle de l'article 69. Le président de la République, parmi ses attributions, il est le bon fonctionnement et il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Nous l'acceptons. Mais dans quelle dimension le président de la République est garant des bons fonctionnements des institutions? Pourquoi est-ce que le législateur a inscrit cette disposition? C'est lorsqu'il y a une certaine cacophonie, il y a crise de compétences entre les différentes institutions, c'est lorsque le chef de l'État vient en dernier ressort pour intervenir. Ce n'est pas que le chef de l'État doit faire une usurpation d'attribution, non. Quand nous parlons de légiférer, c'est une usurpation d'attribution aux parlementaires. Alors, il a dit une chose que je vais rapidement rétorquer lorsqu'il dit le pouvoir de légiférer revient concurremment au chef de l'État qui est président de la République, oui, au gouvernement et au Parlement. Voilà comment est-ce que la Constitution va le contredire. Article 130, l'initiative de loi provient concurremment du gouvernement et du Parlement. Quand on voit du gouvernement, le gouvernement c'est une autre institution qui n'y a pas. Le président de la République c'est une autre institution. Le président de la République ne légifère pas. Il ne légifère pas. À Komaramobe côté. Il ne peut jamais légiférer. Jamais le président de la République peut légiférer. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le président de la République ne légifère pas. Il ne légifère pas. Dans un processus législatif, voilà comment est-ce que ça se passe. Quand une personne va initier une loi, cette loi va passer au Parlement. Quand ça passe au Parlement, ça va au contrôle constitutionnel et en dernière ressort, c'est le président de la République qui va donner un caractère officiel. D'où cette loi va entrer dans ce qu'on appelle le droit positif. Le président de la République ne légifère pas. Je te mets en défi. Le président de la République n'a jamais légiféré. Merci Joe. Prenez l'article 130. Il dit que le rapport mapping, je vais finir par là, il dit M. Mukwege face à Kagame pour que le rapport mapping... Pour l'applicabilité du rapport mapping. Oui. Eh ben, je me suis posé la question. Le rapport mapping était-ce une loi? Non. Le rapport mapping, c'est seulement un contentieux du compte rendu. À titre d'exemple, pour dire s'il faut parler de la citation du côté Rwanda, ça a commencé depuis longtemps. Non, il faudrait dire à ce que qu'on poursuive M. Kagame à la Cour internationale de justice. C'est ça qu'il faudrait dire. Mais les rapports mapping, c'est juste un compte rendu des violations qui ont été faites de 1993 à 2003. Le rapport mapping n'a pas un caractère juridique. En citant les rapports mapping, non. Parce que vous avez dit que du fait que Kagame s'agite parce qu'il y a état de siège. Mais lui, par contre, rétorque en disant que non, Kagame s'agitait depuis, même quand Mukwege exigeait l'application du rapport mapping, Kagame s'agitait déjà. Merci beaucoup, Joe Maele. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci d'être venu. Je vous en prie. Je rappelle ici que vous êtes candidat à la Bukura, non? Mongafula. Ah bon, voilà, donc député provincial. Ah oui. Merci, bon vent et bonne chance à vous. Je vous en prie. Bien que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau pour la campagne, hein, c'était juste une annonce. Oui, Merlin Foufou, c'est avec vous que nous allons boucler. En guise de conclusion, vous avez 2 minutes. 2 petites minutes et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Non, vous avez vu comment est-ce que mon frère a eu des difficultés à répondre sur la question Escadé là. La justice congolaise est opérante, très opérante, quand il s'agit de l'opposition. Mais quand il s'agit de la majorité, la justice est inopérante. Je vais vous donner des cas. Félix Tshisekedi vient d'élever un individu comme PCA de la CAMI, cadastre mini. Il s'appelle Honorable Mindoule Moutine, Crispa. Ce type a quitté l'INC de Vital Kamerhe pour l'UDPS. Et il a postulé comme candidat député UDPS. Il dit sur la place publique, il a quitté l'INC, pas parce que Kamerhe est mauvais, mais parce que Kamerhe fait allégeance au Rwanda pour diriger le Congo.
où est la justice qui lui dit la justice est propre? Parce que ça sont des propos graves. Il parle de l'allégeance d'un ministre de l'économie, d'un vice-premier ministre. Et 3 jours après, Ça, c'est Crispin Mindoulé. c'est Crispin Mindoulé. De l'autre côté, nous avons vu Jacques Kaboula ici, cité dans une affaire sale, du vol, pas de détournement, du vol de 120 tonnes de cuivre, Tenke Fungurume. On appelle Jacques Kaboula ici, il rentre à Lubumbashi et il fait le remaniement. Le ministre de l'Intérieur est cité comme son complice et est maintenant à l'extérieur du pays. Où était la justice quand Jacques Kaboula était ici avec son ministre? Je vous cite des cas comme ça. Kabouya a dit nous allons distribuer des armes. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est sous une insécurité grave. Qui sait ce qui circule ici? Appuyé par Fils Moukoko. On arrête des gens pour le tribalisme, mais Kabouya sort de celui, il vient vous dire le président de la République n'est pas combattu parce qu'il gère mal le pays, mais parce qu'il est Kassaïen. C'est ça les tribalismes. On chute. Non, sois tranquille. Non, c'est ça les tribalismes. Sois tranquille. On chute. Je viens sur Salomon Escadé là. Voilà maintenant qu'il a des déficits informationnels. Vous lui rappelez que cette affaire du revolver a été élaguée, la justice ne tient plus compte. Mais plutôt aujourd'hui, on nous dit que Salomon Escadé, là, sa parcelle est gardée par des phares d'essai. Or, mais moi, je regarde que Kabouya circule ici avec des phares d'essai et policiers. Ça, ce n'est pas un coup d'État. Si c'est là, c'est l'atteinte à la sécurité de l'État. De l'autre côté, tout ici pas est sécurisé que par des PEM. Bernard Kayumba, député Union Sacrée, rapporteur Union Sacrée, sécurisé par des PEM. Pourquoi ceux-là sont dehors et Salomon en prison? Ça, c'est une fausseté. Bernard Kayumba est sécurisé. Tu connais pas Bernard Kayumba plus que moi, je l'ai dit. Ça, c'est une fausseté. Tu ne le connais pas. Non, moi, je ne parle pas de la vie de quelqu'un. Il me dit que tu ne connais pas. Non, Bernard Kayumba n'est pas sécurisé. Va même poser la question à son assistant junior. Si Bernard Kayumba est sécurisé. Comment on fait un débat de noms? Laisse-moi. On fait un débat de noms. Laisse-moi avancer. La République est réduite par les noms. Mais tu déranges. La République est réduite par les noms. On prend même un gouverneur de province. La République est réduite par les noms. Du haut de Maniema pour sortir nous dire que Salomon Escadé là finance des kidnappés. La question qu'on devait se poser, comment est-ce que ces gouverneurs savent que ces kidnappés font partie de l'équipe Salomon? Les kidnappeurs arrêtés avaient les t-shirts, les Non, il n'a pas dit ça. Il a dit les kidnappeurs arrêtés, ils ont dit avec des canaux rapides. Ces canaux rapides appartenaient à un politicien de Maniema qui est en prison. Est-ce que lui, il a vérifié tout politicien de Maniema? Aucun politicien de Maniema dans des prisons ici. Pour citer le nom. Ça, c'est grave. Troisième chose. Aujourd'hui, vous allez à la prison de Ndolo. Allez rendre visite à Salomon même aujourd'hui parce que le procès c'est demain. On va vous dire qu'il est malade. Son grand frère Monidé est allé. On ment à Monidé là que Salomon est allé se faire examiner à l'hôpital quelque part. Est-ce que Salomon a déjà quitté la prison? Où est le document? Parce que moi je suis un ancien prisonnier. Pour quitter la prison et aller se faire soigner à l'extérieur, il faut qu'il y ait des documents. Un, de ton médecin privé, du médecin directeur de la prison et du directeur de la prison. Donc on doit venir t'exhiber. Merci. Donc, tout ce qui se passe Merci au sein de la République, Merlin. on doit exhiber ça, Merlin. C'est la fin. Oh, mais je suis congolais. Merci à vous, ça se passe dans mon pays. Les secrets professionnels se trouvent. La question le secret professionnel, quand vous avez merci. envoyé des OPJ dans la Non. conférence de presse, vous n'avez pas que vous avez violé. Non. Vous Donc, parlez du tout ce qui se passe comme documentation à la Mais République, vous parlez on doit l'exhiber. On va vous exhiber ça. Vous êtes culotté de Mais parler je des pense secrets que- professionnels.